Bonjour et bienvenue pour ce nouveau débat du Forum social de la Fête de l'Humanité 2020, une fête de l'Humanité un peu particulière cette année du fait des conditions sanitaires, mais qui nous permet de prolonger la fête avec des débats sur la longueur et sur les semaines suivantes. Et justement, de conditions sanitaires, il en sera question aujourd'hui grandement à travers ce débat sur la responsabilité de l'entreprise dans la sécurité sanitaire des salariés sous le Covid-19. Nous avons pour discuter de ce sujet à la fois vaste et compliqué du fait de la prise en charge de tous les enjeux qui sont apparus avec l'irruption de ce virus. Nous avons comme invité donc Natacha Pomey, vous êtes secrétaire générale de la Fédération CGT des services publics. Donc vous représentez une grosse partie des salariés et des employés français, puisque, il faut le rappeler, les collectivités territoriales et les fonctions publiques en général sont les premiers employeuses de France. Et puis nous avons Monsieur Jean-Marie Lambert, donc vous êtes directeur des ressources humaines de Veolia. Donc là aussi un grand groupe privé dont on entend beaucoup le nom ces temps-ci dans l'actualité, mais qui est un grand groupe aussi en nombre de salariés, puisque si me semble bien, vous êtes quatrième employeur privé français, si j'ai bien vu les statistiques en nombre de salariés employés. Nous vous avons convié pour ce débat sur la responsabilité de l'entreprise dans la gestion du Covid, justement pour avoir un partage d'expérience justement sur ce Covid et comment vous l'avez géré. Alors, je vous propose de prendre les choses chronologiquement, c'est-à-dire, puisque personne n'avait vu venir ce virus, déjà, comment vous l'avez géré ou comment vous avez participé à prendre en compte les enjeux sanitaires. Et puis après, dans le temps, comment vous avez décliné les mesures, comment le débat, le dialogue social a eu lieu dans les entreprises et dans les collectivités. Donc, reprenons la machine à remonter le temps. Je vais commencer peut-être par vous, Jean-Marie Lambert. Le Covid débarque en février-mars. Le confinement arrive pas longtemps après. Comment réagit Veolia et comment cette entreprise prend en compte ce contexte ? Bien déjà, effectivement, machine à remonter le temps. Vous l'avez dit, on est un gros groupe, on est 170 000 salariés dans le monde, dont 50 000 en France. En fait, on a les premiers pays chez nous, chez Veolia, qui a été impacté par le Covid, c'est l'Italie. Et donc, en Italie, on a vu ce qui se passait. On a une importante filiale en Italie qui travaille dans le milieu hospitalier, puisqu'on fait les services à l'énergie pour les hôpitaux, les universités et un certain nombre de bâtiments publics. Et donc, dès qu'on a vu ce qui se passait en Italie, et notre management italien a pris tout de suite des mesures en matière de protection des salariés, de confinement, etc. Et on a été quelques-uns à se dire, il n'y a pas de raison que ce qui arrive à Milan, à Bergame, en Vénétie, ne vienne pas chez nous. Vous avez 3 semaines d'avance par rapport aux autres employeurs. Je pense alors. Déjà, une remarque liminaire sur ce sujet, il faut être très modeste. Il faut être très modeste, il faut continuer à l'être. Je pense que l'entreprise a bien réagi, mais il faut rester extrêmement humble et surtout pas être dans la posture de donneur de leçons. Alors simplement, ce que je vais vous dire, c'est comment on a fait. Comment on a fait ? Premier point, d'une part, on est service essentiel. Comme vous le savez, l'eau, la propreté et l'assainissement, sur les 50 000 salariés français, on a 85% à peu près d'opérationnels et le reste qui sont des fonctions support. Il fallait des travailleurs pour ramasser les ordures ménagères et industrielles, pour distribuer l'eau, etc. Donc le premier sujet que nous avions, c'était la continuité du service. Il fallait que nous assurions la continuité du service, donc ça renforçait l'exigence qui devait être la nôtre de protéger nos collaborateurs et de faire en sorte qu'ils soient parfaitement à l'aise, à la fois dans leurs conditions sanitaires, mais en même temps dans leurs conditions de vie. C'est pour ça qu'on a pris des décisions assez importantes. C'est-à-dire, premier point, on a bien entendu mis en télétravail ceux qui pouvaient l'être, tout en laissant le siège ouvert et tout en faisant en sorte que le management soit présent tous les jours au siège. Ce qui fait que mon patron, moi-même, le comité exécutif, on était tous les jours au siège parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas de raison qu'on demande à des gens d'aller faire les tournées d'ordures ménagères ou distribuer l'eau et d'être en présentiel, alors que nous,
On aurait pu être en télétravail, etc. Bon. Deuxième décision qu'on a prise, c'est de se dire, effectivement, à partir de ce moment-là, il faut qu'on fasse le maximum pour assurer, en fonction de l'état de nos connaissances, là où il faut être modeste, quelles sont les mesures de protection nécessaires. Donc on a été très vite en position de dire il faut que les gens aient des masques. Bon, alors là, l'avantage du groupe international, c'est qu'on a une direction des achats qui est plutôt efficace. Donc en gérant des achats en Hongrie, en Espagne, en Chine, et puis vous pouvez imaginer que le sujet aussi que nous avions, c'était de fournir des protections équivalentes partout dans le monde. Oui. Donc il ne fallait pas qu'on donne le sentiment, parce qu'on est un groupe français, que les Français étaient entre guillemets privilégiés par rapport à d'autres et tout ça. Autre décision qu'on a prise, parce qu'il y a la santé et la sécurité, il y a les tests. C'est-à-dire qu'on a décidé rapidement de tester, en particulier en France, tout le personnel volontaire. Alors je ne vous cache pas que c'est une décision que nous avons prise contre les instances, contre le ministère du Travail. Au départ, vous n'aviez pas d'instruction concernant... Du tout, au contraire. Oui, c'est ça. Au contraire, puisque en fait, la directive qui a été faite par le ministère du Travail, je vous le rappelle, a interdit les tests en entreprise. Et la directive a été prise 2 jours après qu'on ait décidé de le faire. Je n'en fais strictement, je ne pense pas qu'on soit si important que de considérer que le ministère a pris cette directive contre nous, mais il n'empêche qu'effectivement, on a décidé quand même de continuer à tester les gens. Sur la base du volontariat. Sur la base du volontariat, absolument. Bon, ce qui fait quand même que les 3/4 du personnel ont décidé de se faire tester. On avait conclu un accord avec un laboratoire, on se déplaçait sur les sites, puisqu'on a quand même pas mal la plupart de nos collaborateurs sont pas sédentaires, donc on se déplaçait sur les sites pour que les rippers, les fontainiers, etc. puissent être testés. Donc ça, c'est une décision. Alors après, je ne suis pas médecin, etc., mais ça a été de nature à faire considérer que l'entreprise se préoccupait de la santé des salariés. Puis aussi, il y a des points très matériels. Bon, la gestion de la prime Covid, entre guillemets, on l'a faite a priori de façon avec des critères simples, de présence, de postes de travail, qui ont été acceptés par les IRP. On n'a pas eu de contestation à ce sujet-là. Et de même, on a décidé de compenser l'intégralité du chômage partiel. Donc 2 axes, si vous voulez, majeurs. Premier axe, la santé. Deuxième axe, les conditions financières d'exercice du travail qui faisait que les gens pouvaient se dire on est dans une entreprise qui se préoccupe à la fois de notre santé et en même temps qui maintient notre pouvoir d'achat malgré tout. Et après, bien entendu, condition essentielle, le dialogue social, ce qui fait qu'on a organisé chaque semaine des réunions avec les RSG, les bureaux des comités de groupe, sur faire un point sur l'épidémie, faire un point sur les mesures que nous prenions, faire un point sur et répondre à toutes les questions qui étaient posées. Et on faisait ça 1 fois par semaine avec les Français, 1 fois tous les 15 jours avec le comité de groupe européen. Et vous pouviez avoir des statistiques oui. On a eu, dès le début, on fournissait des statistiques assez complètes sur les cas. On avait même les stats, bon alors ça après, c'est plus ou moins juste, mais on avait la stat de tous les gens qui restaient à domicile parce qu'ils avaient des symptômes non constatés médicalement ou non testés. On avait les cas de testés, on avait les cas, hélas, d'hospitalisés et hélas, les cas de décès. Puisque depuis le début de l'année, on a eu 13 décès dans le groupe. Aucun en France, mais on a eu 13 décès dans le groupe, dans le monde entier. Bon, donc, on faisait un point, on commençait par ça, faire un point sur quelles étaient les unités qui étaient les plus impactées par le virus. Et puis derrière, effectivement, l'autre sujet, c'est d'arriver à gérer les clusters. C'est être totalement transparent avec le personnel, avec le management et bien entendu les IRP sur où sont les cas, où sont les endroits dans lesquels nous avons des problèmes, nous rencontrons des difficultés. Et vous en avez eu, donc des endroits où il y avait plusieurs cas. Puis on en a toujours. Oui. C'est pas fini. Non, c'est vrai. Donc, on prend chronologiquement, mais effectivement. Donc, bon, voilà, pour répondre à votre question, je pense qu'on a eu, entre guillemets, on était un peu informés en avance parce qu'on avait des pays, dont l'Italie, qui avaient déjà de trucs. Et puis, il faut être modeste. C'est nos voisins italiens, ils ont les mêmes activités que nous, ils ont les mêmes soucis, etc. Il n'y avait pas de raison qu'on ne soit pas contaminé non plus. C'est comme quand j'entends certains, dans certaines régions de France, qui n'ont rien eu pendant 3-4 mois, je pense au sud-ouest par exemple, ou au sud, et qui tout d'un coup, y compris à Marseille, qui semble-t-il étaient préservés par l'hydroxychloroquine, qui maintenant a des cas de Covid. Alors donc là, c'est l'exemple type d'une grande entreprise. Côté collectivité, et alors vous allez nous dire quels adhérents vous avez dans la fédération, mais comment vous avez eu à faire face vis-à-vis de vos responsabilités de représentants du personnel
Comment vous avez eu à faire face à cette situation, Natacha Pomé? Alors déjà, pour brosser le tableau un petit peu de la fédération, donc nous syndiquons à la fois les agents de la fonction publique territoriale, donc de toutes les collectivités, mais également les agents du service des eaux de Veolia notamment, Suez, donc tout ce qui est salarié du secteur privé de l'eau, du logement social et de la thanatologie, c'est-à-dire les pompes funèbres. Donc, dans notre fédération, nous syndiquons des agents qui ont été en première ligne, que l'on peut appeler premiers de corvée, et qui ont été sur le terrain en présentiel dès le premier jour. Et c'est ce qui fait que nous également, EDIN, nous avons pu être opérationnels d'emblée, mais on a eu des signes avant-coureurs. Je pense notamment aux traces la présence du virus dans les eaux usées en région parisienne qui nous a été signalée dès le mois de février. Et à ce moment-là, très vite, on a écrit au ministre de la Santé, oui, c'était Olivier Véran, il me semble déjà encore, pour lui demander avoir des précisions sur ce qu'il s'agissait de faire, puisque je vous rappelle qu'en février, dans les médias, à moins d'avoir de plus amples informations, il s'agissait d'une grippette. Donc nous, on avait besoin de savoir, d'avoir des éléments un peu plus précis. Et donc, dès le premier jour du confinement, dès le 16, on a eu beaucoup d'appels d'agents qui étaient inquiets parce qu'il y avait les messages du gouvernement, on ne ferme pas les établissements scolaires comme ça. Donc, si on ferme les établissements scolaires, c'est bien que c'est grave. Et des messages des employeurs locaux qui n'étaient pas forcément sur la même ligne. Donc, il y avait beaucoup d'inquiétudes et puis surtout des collègues... la gestion des déchets, les métiers de l'eau, les aides à domicile, les agents des EHPAD qui étaient inquiets parce qu'il y avait une pénurie de masques, donc pas de protection, pas forcément les moyens d'une entreprise comme Veolia pour pouvoir se fournir en masques à l'international. Donc voilà, énormément d'inquiétudes. Et c'est ce qui nous a poussé, vous en avez peut-être entendu parler pendant la période du confinement, a déposé très rapidement un préavis de grève qui, pour nous, était un préavis de couverture pour que les agents, si jamais toutes les situations, que ce soit les droits d'alerte, les droits de retrait, tout était refusé, pour qu'il puisse y avoir ce dernier recours. Je me protège, puisque malheureusement, mon employeur, malgré son obligation, ne me protège pas. Moi, je me protège en restant chez moi et donc en me mettant en grève. Ça a été le dernier recours que nous laissions aux salariés parce que malheureusement... pendant cette période-là, il y a eu des abus, il y a eu des menaces de sanctions, il y a eu des sanctions. Donc ça c'était en avril C'était en avril, à peu près. Et ensuite, ça s'est petit à petit amélioré parce que les messages sont passés. On a eu, je dirais, relativement rapidement des réunions régulières, nous avec le ministre de tutelle, qui était le secrétaire d'État Olivier Dussopt, auxquels nous faisions remonter les problèmes. On avait souvent des réponses à côté. La réponse la plus flagrante à côté, ça a été la circulaire sur ce qu'on appelle le vol de congé, qui pour nous a été une réponse, une gifle à tous les agents. Expliquez-nous ça, le principe. Cette ordonnance qui concerne aussi bien les salariés du privé que du public, c'était puisque vous êtes enfermés chez vous, puisqu'il y a le confinement, il faut faire un effort financier, et donc on vous propose que vous rendiez à l'employeur entre une semaine à 2 semaines de congé. Or, je le rappelle, les congés payés, ce sont des congés que le salarié, en travaillant, paye. Donc là, c'était une période de confinement, ce n'était pas une période de vacances. Il y a des agents qui ont travaillé, des agents qui ont télétravaillé, puis il y a des agents qui se sont retrouvés enfermés chez eux. Ce n'était pas leur propre volonté. On leur demandait d'obéir pour le bien général. Ils ont obéi, ils sont restés enfermés chez eux, parfois dans des conditions difficiles. Et en plus, on leur demande de faire un effort financier en leur volant leur congé. Donc là, on a été absolument opposés. Il y a eu pas mal de conflits là-dessus. Et sans trop développer, mais le summum, ça a été le coup de la médaille, qui a bien vite été abandonné. Et puis surtout la prime Covid, qui... dans de multiples entreprises, mais dans de multiples collectivités ou même dans de multiples ministères, a été accordée de façon très inégalitaire. Et là, nous avons rencontré notre nouvelle ministre Amélie de Montchalin hier matin. On lui demande d'avoir des éléments chiffrés, un recueil de données sur l'attribution de cette prime Covid, parce que nous subodorons, on n'a pas encore la preuve, mais une flagrante inégalité femmes-hommes sur l'octroi de cette prime Covid.
alors que quand on regarde les métiers qui ont été en présentiel, les femmes n'ont pas... C'est plutôt des métiers féminins. Voilà. Donc, voilà, il y a des études, on va voir si on peut avoir enfin les chiffres, parce que là aussi, on a beaucoup de difficultés pour avoir des chiffres de personnes atteintes dans la fonction publique, atteintes par la Covid. Mais voilà, il y a des choses qui se sont passées. Après une certaine période de sidération, certains sont retombés très vite sur leurs pieds et ont repris les mauvaises habitudes, donc avec le vol de congés, des primes octroyées en fonction de la tête du client. Et ça, on ne peut pas laisser passer parce que ce qui s'est passé, ça a été gravissime. Ce que vous soulignez là, c'est... on ne peut même pas parler de déficit, mais peut-être de déficience des discussions entre représentants des employeurs et des salariés. Justement, la question, c'est la place de ces instances représentatives des personnels. Est-ce elle a été fondamentale dans ce moment ? Essentielle, et au-delà de ce que permet la loi. C'est-à-dire qu'il va de soi qu'il ne faut pas se contenter, dans un cas comme celui-là, qui est inédit, auquel personne n'était préparé, des informations traditionnelles, des CSE, etc. etc. Donc c'est pour ça que, en accord avec les RSG, on avait décidé de faire des réunions hebdomadaires sur ce sujet-là, ne serait-ce que pour échanger les informations. Parce que dans un groupe comme le nôtre, il va de soi qu'on peut très bien avoir tout un tas de choses qui se passent dans certaines régions, dans certains pays, qu'il faut communiquer aux autres. Donc ça permettait à la fois, nous, de les informer sur l'état réel sanitaire, parce qu'on avait les stats, ça, on a la chance d'avoir un système qui n'est pas trop mal foutu, donc on avait les stats à peu près des contaminations, les stats sanitaires, donc déjà on pouvait faire mesurer l'impact de l'épidémie sur les choses, et d'autre part, effectivement, échanger avec les représentants du personnel sur ce qu'on faisait, qui est totalement inédit, puisque personne n'avait prévu ça, et que ce sont des choses qui ne sont pas prévues par le Code du travail. Bon, donc derrière, effectivement, il a fallu qu'on organise ça, pas seulement en France, mais aussi dans le reste du monde, puisque au-delà du comité de groupe européen et des représentants, on faisait ça dans les principaux pays dans lesquels nous sommes présents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a considéré comme essentiel, et en plus qui franchit totalement, je dirais, les côtés un peu parfois étanches des aspects de la gestion sociale d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on parlait évidemment de santé, on parlait de sécurité, on parlait d'organisation du travail, on parlait bien entendu évidemment de comment on versait la prime, etc., comment on attribuait le chômage partiel. Ils nous demandaient, ils avaient raison, des stats un peu précises sur quels sont les salariés à qui on donnait les primes, à quel endroit, etc., etc., et à quelle cadence. Donc on leur fournissait ce qu'on pouvait, et de façon la plus transparente possible en fonction de l'état de nos systèmes. Bon. Donc vous, Jean-Marie Lambert, donc puisque vous êtes à la tête d'un gros service de ressources humaines, est-ce que vous pensez que en nombre de salariés, est-ce que vous pensez que les instances représentatives du personnel sont en France taillées pour répondre à ce genre de... Alors, elles ont été retouchées en 2017 je ne fais pas mystère, tout le monde le sait, que j'étais pas favorable, je fais partie des quelques DRH qui n'étaient pas favorables à la fusion des instances. C'est pas l'endroit de débattre là-dessus. Mais je pense que, même si nous avons fait tout ce que nous pouvions pour créer les CSSCT à l'intérieur des CSE, il n'empêche que la fusion des instances, pour moi, a eu quelques défauts. Entre autres, celui d'alourdir les réunions du CSE, qui sont devenues parfois marathonesques. Et d'autre part, très souvent, par exemple, puisqu'on parle santé-sécurité, le CHSCT était un endroit assez idéal pour permettre à des gens qui connaissaient bien la technique et le métier de venir au syndicalisme et à la représentation du personnel par des biais, entre guillemets, techniques. Voyez et donc, sans d'emblée s'occuper de sujets qui ne les concernaient pas forcément au premier chef. Donc je pense qu'on a un peu perdu là-dessus. Alors après, c'est aussi aux employeurs et aux représentants du personnel de recréer les conditions pour qu'il y ait un dialogue social qui se passe sur ces sujets-là. Je pense qu'on est à peu près arrivé à le faire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on ancre ça dans la durée. Parce que le virus, il n'a pas disparu. Donc il faut qu'on arrive à trouver des formes qui font qu'au-delà de la crise que nous avons vécue, nous puissions ancrer dans la durée le mode de fonctionnement qui nous a pas trop mal servi, en gros, jusqu'à maintenant. Alors ce mode de fonctionnement, Natacha Pomé, dans les collectivités territoriales, n'a pas été idoine. Alors déjà, moi, ce que j'aimerais rajouter, je pense qu'au contraire, sur la suppression des CHSCT, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, est un sujet essentiel
à retenir de cette crise. S'il y a bien des instances représentatives du personnel qui ont été convoquées pendant cette période de confinement, c'est essentiellement celle-là. Et si dans le secteur privé, la fusion des instances a eu lieu en 2017, dans le secteur public, elle interviendra après les élections professionnelles de 2022. Et nous alertons très fortement, depuis que la loi est passée en 2018 dans le secteur public, et nous l'alertons encore aujourd'hui, la ministre, sur l'importance de conserver ces instances représentatives du personnel, qui sont essentielles et qui se sont révélées essentielles pendant cette crise et qui demain, de toute façon, continueront parce qu'on est face à de nouveaux défis et que la sécurité au travail est un sujet essentiel. Donc là-dessus, je pense que vraiment, il y a une vraie réflexion et je pense qu'il n'y aurait pas de honte pour le gouvernement de se poser, de débattre. Et il serait vraiment important que justement les patrons du secteur privé disent voilà, on est derrière 2, 3, 4 ans d'expérience après la fusion des instances. Il y a une vraie question à se poser sur l'utilité de ces instances représentatives du personnel, sur le rôle qu'elles ont tenu. Et donc il n'y a pas de honte à reculer. On peut avoir eu un projet, on s'est trompé, on recule. Parce que là, en plus, sur ces instances représentatives du personnel consacrées à la santé et sécurité au travail, il y a eu une diminution des moyens des représentants du personnel, une diminution du nombre de représentants du personnel. Or, si on veut vraiment avancer sur ces questions-là, on a besoin d'avoir des représentants du personnel en nombre suffisant et avec des moyens suffisants. Donc ça, c'est le premier aspect. Je pense qu'on a vraiment tout intérêt à en débattre et à rediscuter sérieusement avec le gouvernement. Après, sur les instances pendant la période, ce qu'on a pu observer, c'est que là où il y a eu, comme à Veolia, vous le disiez tout à l'heure, là où il y a eu des rencontres régulières avec les représentants du personnel, en dehors de toute instance, parce que c'était plus des réunions, alors on peut dire de dialogue social, de comité de suivi de la situation, que sais-je, là où il y a eu des réunions mises en place avec un discours franc, direct, ça s'est plutôt bien passé, puisque les représentants du personnel signalaient un problème à tel endroit, à tel autre, et l'employeur y pourvoyait en règle générale. Ça pouvait être un manque de masques, ça pouvait être une consigne mal transmise par un chef de service ou autre. Voilà. Donc en règle générale, on a eu des bons retours quand elles se sont tenues. Mais malheureusement, dans la fonction publique territoriale principalement, très peu se sont tenues. On prétextait le Covid, le manque de possibilités techniques, etc., etc. Est-ce que la réforme de la fonction publique va accroître ce souci-là ? J'ai peur malheureusement que la fusion des instances et la perte de la pratique d'un véritable dialogue nécessaire pour améliorer les conditions de travail des agents soit freinée justement par cette fusion des instances. C'est ce que la CGT dénonce et c'est bien dommage parce que quand on voit qu'il y a une situation de crise comme ça, il est nécessaire que le dialogue ne soit pas rompu. Parce que sinon, il y a mésentente de part et d'autre, des conditions de travail qui se dégradent, dans la fonction publique, des conditions de service public rendues à l'usager qui se dégradent. Il faut bien en être conscient. Et donc, du coup, une situation qui est pas bonne ni pour les travailleurs, ni pour l'usager, donc pour toute la population. D'accord. Alors, en reprenant la chronologie des 6 derniers mois, donc là, on voit qu'on fait émerger quelques pistes pour l'avenir. Je voudrais revenir sur un épisode majeur de ces mois de mars, avril, mai et peut-être encore aujourd'hui. Les masques, vous en avez parlé. Donc, vous avez pu vous débrouiller pour équiper vos salariés de cet outil essentiel de prévention. Comment vous avez fait et là, en ce moment, où en êtes-vous sur cette gestion ? Comment on a fait ? Alors, c'est vrai que on a la chance, ça c'est la chance d'être un grand groupe, pour être clair. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une direction des achats centralisée pour tout le groupe, donc qui a pu gérer des chaînes d'approvisionnement extrêmement diverses. Je rappelle, ici c'est peut-être l'endroit, que la production française de masques chirurgicaux, je ne vous fais pas un dessin, comme sur un certain nombre de sujets. Donc il est vrai que la seule solution que nous avions, c'était d'importer. Donc on a importé. On a aussi aidé évidemment plus tard la filière française de fabrication de masques en tissu, même si aujourd'hui dans le groupe, la recommandation c'est les masques chirurgicaux. Et donc on a pu, grâce au fait qu'on est présent dans 40 pays, effectivement avoir une variété d'approvisionnement de masques
dont ce n'est pas seulement les Français qui en ont bénéficié, hein, j'insiste bien là-dessus, oui. Puisqu'on a pu gérer des situations assez critiques aussi en Italie, dans certains pays d'Europe ou du monde, parce que le critère aussi, c'est d'arriver à faire en sorte que les salariés de l'ensemble du groupe Veolia soient traités à peu près de la même façon partout dans le monde. Bon, donc, le fait qu'on soit un groupe international relativement important et qui a des moyens, entre guillemets, d'action vis-à-vis des fournisseurs, nous a permis, mais ça a été un travail colossal, c'était loin d'être facile. Je ne vous cache pas qu'on a eu parfois des cas de cargaison de masques, surtout au début, qui étaient interceptés dès l'arrivée à l'aéroport par d'autres. Je ne citerai pas les pays, mais vous pouvez deviner que c'est outre-Atlantique avec celui qui a la mèche blonde. Donc, effectivement, il a fallu qu'on se batte en permanence pour sécuriser nos cargaisons de masques, surtout au début. Bon, aujourd'hui, la situation là-dessus, chez nous, elle est bonne, hein. Je ne sais plus pour combien de mois on a de masques, mais on est bien. Donc prêt pour une deuxième vague éventuelle. Alors, je veux dire entre nous, j'insiste lourdement. Aujourd'hui, on est dedans, hein. Deuxième vague ou pas, on est dedans. Alors, ça ne prend pas les mêmes formes. Je pense qu'effectivement, on peut avoir des endroits dans lesquels on va avoir des situations plus critiques que d'autres. Mais je crois qu'il faut qu'on se prépare au fait que la situation de crise, on la vit. Et le vrai enjeu que nous avons aujourd'hui, nous, mais pas seulement nous, c'est qu'on ne peut plus se permettre le confinement. Donc ça veut dire en clair qu'il faut qu'on arrive à maintenir les services essentiels, ce qu'on a toujours fait, mais aussi à faire en sorte que l'activité de l'entreprise et l'activité humaine, économique, puissent continuer. Donc ça veut dire aussi, j'insiste lourdement, qu'il faut qu'on fasse un effort de contrôle, de discipline, etc., sur les masques, les gestes barrières, etc., etc. Le gel, les gants, etc. Oui, ce qu'on demande à nos salariés de faire, bien entendu, on peut le demander, si on leur donne les moyens de le faire, c'est-à-dire si on fournit les gants, les gels, les masques, etc., et si on leur explique comment on fait, et si on fait une grosse pédagogie sur ces sujets-là. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, je fais une petite page pour ceux qui te regardent, c'est chez Veolia, chaque année, on fait la semaine internationale de la santé-sécurité. Donc là, c'est cette semaine. Donc partout dans le monde et dans toutes nos exploitations, on fait des ateliers, des démonstrations. Et il va de soi que cette année, particulièrement, le Covid influe sur les choses que l'on fait, sur les visites que l'on fait. D'accord. Alors les masques, Natacha Pommet, de votre expérience, ça ne s'est pas aussi bien passé que chez Veolia. C'était une situation dramatique dès le début. Comment expliquer qu'une aide à domicile ait un masque pour travailler toute la semaine, et un masque chirurgical, hein, on ne parle même pas de masque en tissu, alors qu'elle intervient auprès de 4-5 personnes par jour. Donc on parle de 4-5 personnes âgées, donc fragiles. Hein, si y a une intervention d'aide à domicile, c'est en général des personnes dites dépendantes, donc avec des pathologies plus ou moins lourdes. C'est cette difficulté-là, c'est des salariés qui sont seuls, isolés, face à un employeur qui ne respecte pas les conditions. Et donc le masque, ça a été un véritable problème. Alors j'ai souvenir que l'Humanité a publié un très bon article, il me semble que c'était au mois de mars. Il n'y en a pas qu'un, mais, voilà. Au mais moins notamment ça arrive. Sur justement le masque, sur le scandale des masques, puisque des stocks de masques, il y en avait. La CGT a notamment nos camarades pompiers CGT ont fait un petit recensement et on a trouvé plusieurs millions de masques, il me semble. Oui, je me souviens d'un stock important à la Poste, par exemple, qui dormait. Et qui dormait. Donc c'était un vrai scandale. Et là-dessus se pose la question, et je la pose encore aujourd'hui. Il me semble qu'en France, quand il s'est agi de prendre des mesures d'urgence, on a su réquisitionner du matériel, des logements ou autres. Moi, je pose la question, pourquoi l'État n'a pas, à ce moment-là, dès début mars, procédé à des réquisitions de masques ? Je suis toulousaine, nous avons une grosse entreprise à Toulouse, pour ne pas la citer, Airbus, qui a pu fournir des masques à ses salariés dès le début. Je n'ai pas l'impression que la fabrication d'avions ait été absolument nécessaire pendant au moins les 2-3 premières semaines du confinement. Et les masques auraient dû être réquisitionnés pour servir à l'hôpital, pour les aides à domicile, dans les établissements pour personnes âgées, etc. etc. Il y avait nécessité dès le début de lister les missions essentielles en cas de pandémie, qui
qui est la distribution de l'eau, le ramassage des déchets, les EHPAD, l'hôpital, et j'en oublie, et fournir à ces salariés-là des masques, des blouses, des gants, du gel hydroalcoolique, parce qu'ils étaient en première ligne. Les caissières, bien entendu, et ça ne s'est pas fait. Et j'espère bien, bon là on est dans cette situation-là, mais si la situation devait s'aggraver et qu'il devait y avoir un autre épisode comme ça, j'espère bien que l'État prendra ses responsabilités en prenant les décisions qui s'imposent. Parce qu'on a eu des situations dramatiques et on a eu des décès, on en connaît quelques-uns parce que malheureusement ça nous est remonté, des décès qui auraient dû être évités. Voilà. Et donc vraiment sur la situation des masques, enfin, une grande colère face à l'irresponsabilité du gouvernement sur ça. C'est vraiment, je pense à quelques camarades qu'on a perdus en début de confinement, et vraiment une grande colère. Alors, masque fut peut-être le mot de l'année. Il y en a un autre qui est celui de télétravail. Alors télétravail ou travail à domicile dégradé, pas dégradé. Donc on touche là à l'organisation du travail. Donc vous avez commencé à nous expliquer ce que vous aviez mis en place pour le télétravail. Jusqu'où vous pensez aller, puisque c'est peut-être une question qui reste à définir. Je ne sais pas, les organisations syndicales demandent un accord national interprofessionnel là-dessus, mais je ne sais pas si au niveau de Veolia, il y a des discussions sur ce sujet. Alors déjà, sur le télétravail, on avait déjà fait du télétravail avant le Covid. On avait, la plupart des établissements, je ne parle pas seulement de la France, avaient fait du télétravail au moment du Covid. Il faut bien distinguer que quand il y a eu le confinement général au moment du Covid, j'appelle pas ça du télétravail. J'appelle, ou c'est du télétravail forcé, pour être très clair, pour beaucoup. Puisque dans la plupart des cas, on n'a pas demandé aux gens leur avis. On leur a dit, écoute, tu rentres chez toi, tu travailles de chez toi, etc. Bon, ils en étaient satisfaits, je vais être honnête. Puisqu'on est, par exemple, si je prends le cas du siège, on était 80 à peu près à venir au siège tous les jours, ce qui est loin d'être le cas. Enfin, il y a 1600 personnes qui viennent travailler au siège, etc. Donc, après, la question, dans un groupe comme le nôtre, est la suivante. Il faut trouver le juste milieu entre, effectivement, permettre aux collaborateurs de gérer leur temps de travail, etc., en fonction des contraintes qu'ils ont. Et je rappelle que tout le monde n'est pas égal devant les conditions de vie, vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux. Selon que vous avez des enfants en bas âge ou pas, selon que vous n'avez pas d'école, donc on vous demande de faire l'école à domicile en même temps que de travailler, etc. Bon, ça peut être très compliqué. Si vous êtes dans un F2 à Gennevilliers ou si vous êtes dans un bel appartement tout seul ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a un autre point qui est essentiel, c'est que nous on est un groupe de services essentiels. La plupart de nos collaborateurs ne peuvent pas faire du télétravail. Vous ne faites pas un chantier où vous ne ramassez pas les poubelles en faisant du télétravail. Donc le gros risque qu'on a dans un groupe comme le nôtre, c'est d'accroître la distance qu'il y a entre les gens de terrain, quel que soit leur niveau de poste ou de salaire, et les autres. Col blanc, col bleu. Voilà. Alors ça, c'est un vrai sujet. Alors je ne dis pas qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, si vous ne laissez pas le sujet, mais il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on puisse conserver une forme de solidarité du corps social. Donc pour cela, on a toujours dit, télétravail, oui, il y a des limites. Il y a des limites. Le télétravail, alors bien entendu, il faut savoir s'adapter. On a choisi de ne pas faire d'accord groupe. Donc c'est pour ça, si vous posez la question d'un accord national interprofessionnel, à part enfoncer des portes ouvertes ou dire des banalités du genre « c'est bien le télétravail, voilà comment il faudrait qu'on le fasse », après c'est sur le terrain qu'il faut négocier. Bon, il y a des questions, qui prend en charge le matériel Ouais, alors moi j'ai tendance à dire que, alors nous là aussi on est mauvais élèves, ou trop bons élèves, on a un très bon système informatique, les gens peuvent tout à fait, et le système informatique il est mondial. Si je mets à part la Chine, qui est un cas à part, comme vous le savez. Donc effectivement, que ce soit en Italie, on peut se connecter. Là, ce matin, on a eu une réunion du comité de groupe France, avec au moins 50 personnes. Tout le monde a pu se connecter. Bon, donc ça, c'est vrai que c'est un atout considérable. Ce qui fait que les gens peuvent se connecter, y compris de chez eux, y compris de leur matériel personnel. Après, moi, je dis, il y a des discussions qui doivent se faire en local. Par exemple, en fonction des locaux. Je n'ai pas à légiférer d'Aubervilliers, qui est le siège de Veolia, sur comment on doit adapter le télétravail à Bordeaux ou à Toulouse. Il peut y avoir des spécifiques. Et il faut laisser au dialogue social local le soin de faire des spécifiques, mais à partir de certains principes. Moi, je dis les principes, de toute façon, pour le télétravail,
La primauté du truc, c'est le service public. C'est-à-dire, en clair, il faut que les gens qui sont en télétravail continuent de pouvoir assurer leur service. D'autre part, il faut que le télétravail soit assorti d'un vrai droit à la déconnexion. Oui. Parce que sinon, ça ne marche pas. Troisièmement, il faut qu'il y ait une réversibilité du télétravail, que ce soit de la part du collaborateur ou de la part de la hiérarchie. Ensuite, le télétravail, passez-moi l'expression, ce n'est pas open bar. Il y a une direction, il y a un service. C'est au service et à la direction d'organiser son travail en liaison avec les collaborateurs, sinon ça ne marche pas, et de voir à peu près quand monsieur untel, madame untel, etc., quel jour ils font télétravail. De s'organiser aussi, par exemple, je sais que chez nous, il y a des services qui disent il y a un jour, il faut que tout le monde soit là, parce que c'est là qu'on fait les réunions. Il y a d'autres services qui disent c'est pas nécessaire. Moi, je ne vais pas dire pour tout le siège ou pour toute l'entreprise, on va faire ça comme ça. Donc vous n'avez pas un projet de faire rétrécir le siège social de 1600 postes à 1000 en présentiel, non, je veux puis dire. on va prendre Suez. Donc il faudra plutôt la place. Le projet de grossir, il faudra de la place. On va les faire venir. Non, il n'y a pas de projet de ce genre-là. En plus, trop de télétravail peut pousser à un truc que j'aime pas, qui est le flex. Vous savez ce que c'est. C'est pas de bureau attitré, etc., etc. Bon, déjà, l'open space, moi je suis un vieux crétin, donc l'open space, j'avais un peu de mal, bon, je me suis fait. Mais le flex, je suis contre. Et donc, si on pousse la logique de télétravail à outrance, on peut arriver à ce genre de défaut. Donc, je dirais, en cas normal, on peut gérer du télétravail sur 2 ou 3 jours par semaine. Au-delà, c'est plus du télétravail. C'est du télétravail total. Ça rompt le lien social. Il y a un risque aussi pour les organisations syndicales, mais je ne vais pas faire leur travail à leur place. Mes représentants du personnel sont assez forts pour cela. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, il faut qu'on trouve un bon équilibre. Et il faut surtout aussi que le salarié puisse avoir son mot à dire. Moi, je ne voudrais pas qu'on oblige des gens à faire du télétravail, sauf en cas de confinement général, comme ça a été le cas en début d'année. Télétravail dans les collectivités territoriales, pour les premiers de corvée, ce n'est pas possible, mais... Télétravail pour les fonctions support, hein. Nous, plutôt que de télétravail, pour la période, on a préféré parler de travail à domicile, parce que ce n'était pas un choix. Tous les agents n'ont pas été équipés, alors que du télétravail, il doit y avoir de l'équipement, on doit s'assurer que l'agent ait un bureau ou tout au moins une pièce pour pouvoir s'isoler, un équipement adéquat, un siège adéquat, hein, parce que télétravail, ça sous-entend... pouvoir être face à son ordinateur. Donc là, les conditions n'étaient pas réunies, donc c'était vraiment du travail à domicile. Sans compter qu'en plus, pendant la période de confinement, pour peu qu'on ait des enfants en âge d'être scolarisés, il fallait aussi faire l'école à la maison. Donc autant dire que c'était compliqué. Bref, c'était des conditions qui n'étaient absolument pas réunies. Donc on ne peut pas s'asseoir sur ce qui s'est passé pendant 2 mois pour mettre en place un accord sur le télétravail. La situation était totalement différente d'une situation de télétravail normale, on va dire. Il y avait des angoisses, il y avait des situations compliquées, il y avait l'impossibilité de se réunir et donc d'échanger. Il y avait beaucoup d'échanges par visioconférence ou par téléphone. Et comme le disait M. Lambert, on a besoin d'avoir des collectifs de travail. Et là, on s'en est rendu compte, la représentante syndicale que je suis, on a travaillé à domicile pendant 2 mois. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne se disait pas, parce qu'en général, c'est des choses qu'on se dit en traversant le couloir. Tiens, bonjour, ça tombe bien que je te vois, je voulais te dire ça. Quand on est à domicile, on ne se dit pas, tiens, je vais appeler parce que pour une discussion qui dure 10 secondes, c'est pas vrai. Et donc, du coup, le travail prend beaucoup plus de temps et c'est pas facilitateur. Et on a tendance à oublier sur le lieu de travail que c'est ces échanges-là informels. Oui. Alors, ça va être les échanges au coin café, les échanges quand on va dire bonjour. C'est hyper précieux. Alors, en plus, et ça va me permettre de faire un petit lien, c'est souvent du temps de pause qui est compté comme du temps de pause, mais qui est du temps de travail, parce qu'on fait avancer le travail. Hein, je fais un commentaire, je suis d'accord avec vous. Il y a un point aussi qui est très dangereux dans le travail à distance, quand il n'est pas régulé. C'est qu'en fait, on voit les gens qu'on a envie de voir en web. Ou vous convoquez des réunions, donc vous choisissez. Vous acceptez d'aller à une réunion. Mais en revanche, les gens que vous ne voulez pas voir, ou que vous voyez par inadvertance, ou celui ou celle qui vient éventuellement vous demander quelque chose qui peut être plus ou moins agréable, ceux-là, vous pouvez choisir de ne pas les voir pendant 3 mois. Donc, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que vous coupez complètement du lien social et vous coupez en fait du lien avec des gens qui ne sont pas comme vous. Or, le fondement d'une entreprise, comme dans toute collectivité humaine,
c'est d'accepter et d'encourager le fait d'avoir des échanges avec des gens qui ne vous ressemblent pas, qui ne sont pas comme vous, et avec lesquels vous formez un corps collectif. C'est une matière à dysfonctionnement. Ouais. Grave, oui. Non, et après, ce qu'on a pu noter aussi, c'est que là, avec ce travail à domicile, il y avait une absence totale de déconnexion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la coupure famille ou tout au moins lieu de résidence et lieu de travail, alors que mine de rien, le temps de trajet, qu'il soit plus ou moins long, permet une déconnexion. Permet une préparation le matin et permet une déconnexion le soir. Et ça, on ne peut pas le nier et on l'a constaté. Et on a aussi, et ça, on a pu le voir, ce qu'on a tendance à appeler le N+1, qui pouvait exercer des pressions directement quand on est sur le lieu de travail. Le N+1, il y a le collègue à côté, il y a le N+2 un peu plus loin. Enfin voilà, il y a des choses qui ont pu se faire pendant cette période-là, quand il y a du travail à domicile, et qui ne peuvent pas se faire sur le lieu de travail. Donc là, voilà, on a pu voir certains avantages du télétravail, on ne va pas se leurrer, les salariés l'ont plébiscité. De mon point de vue aussi, parce qu'aujourd'hui, le problème du trajet entre le domicile et le travail est un vrai problème, qui n'est pas pris en compte, ni sur le temps de travail, ni sur la prise en charge financière. Parce que, je ne vais pas reparler du prix du gasoil, qui est un autre problème, mais ça représente aussi un coût aujourd'hui, le temps de déplacement qui est de plus en plus long. Donc voilà, je pense que plutôt que de proposer le télétravail, je pense que le télétravail peut être, mais une fausse bonne solution. Je pense qu'il y a énormément de choses, de questions à se poser. Là, on n'a pas le temps, mais sur le lieu de vie, le lieu de résidence par rapport au lieu de travail, sur la façon de se déplacer aujourd'hui, sur la façon de travailler. CGT a plusieurs propositions, mais la réduction du temps de travail et l'augmentation des salaires pourraient également être une solution à côté du travail, du télétravail. Mais voilà, je ne pense pas qu'il faille généraliser le travail à domicile, comme ça a pu être fait là, à cause d'une crise, en prétextant ce qui s'est passé là. On voit malheureusement beaucoup d'entreprises, notamment en région parisienne, qui décident de fermer leurs locaux et de généraliser le télétravail. Je pense que c'est une fausse bonne solution. C'est pas ce qu'on fait. Et qu'il va y avoir... Je sais, je n'ai pas dit que c'était Veolia, mais on l'a vu, on l'a entendu, et je pense que c'est pas une solution à terme. Et on va justement, au contraire, peut-être un petit peu trop ubériser les quelques rares collectifs de travail qui aujourd'hui persistent encore. Donc ça, c'est pour nous, dans tous les cas, c'est pas une bonne solution. Alors, débat avançant, et puisque nous sommes en plein dans l'organisation du travail, nous devons faire face peut-être à... le virus est toujours là, et peut-être en pente ascendante. Il y a aussi la grippe saisonnière, il y a aussi l'hiver et son cortège d'autres virus. Comment allez-vous faire pour gérer les effectifs et le fait d'avoir des salariés qui sont aussi parents et avec des enfants dans des écoles qui seront peut-être amenés à fermer? Ça aussi, est-ce que ça se gère d'en haut ou au plus près des équipes? Alors, je pense que ce qu'on peut faire d'en haut, c'est permettre aux équipes de fonctionner normalement. Alors, une fois que j'ai dit ça, comment ça en fait? C'est qu'effectivement, il y a des trucs qu'on ne peut pas décider d'en haut. En revanche, il est clair que si en haut, on dit que lorsqu'il y a une école qui ferme, parce qu'il y a des cas contacts ou parce qu'il y a des cas de Covid, etc., que l'on organise le fait que l'on puisse permettre aux parents des enfants en question d'avoir des facilités, etc., oui. Là, on est dans du bon sens. Cela dit, vous avez raison de le signaler, le bon sens n'est pas toujours la chose du monde la mieux partagée. Donc il faut effectivement que les gens sentent que ça c'est permis et ça on peut le faire. Après, je pense qu'effectivement, on est dans un processus long. On va avoir d'autres crises, peut-être la même, peut-être d'autres, on n'en sait rien. Ce qu'il faut, c'est que, moi, ce qui me paraît fondamental, c'est qu'il faut que les gens dans l'entreprise et leurs familles se sentent à peu près sécurisés, au moins par ce que fait l'entreprise. Même si le monde extérieur, les transports, c'est raison, parce qu'une des grosses réticences du transport aujourd'hui, moi qui suis un gros usager des transports en commun en région parisienne, c'est aussi la santé. Plus que le temps de trajet, je fais partie des gens qui mettent, quand je vais en transport, 1 heure pour aller du domicile au travail, ce qui est la moyenne en région parisienne. Ce n'était pas un problème jusqu'à présent. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est anxiogène, mais pour des raisons de santé. Donc il y a tout ce genre de choses dont il faut qu'on prenne en compte, et il faut qu'au moins, notre boulot, on n'est pas... l'entreprise ne peut pas tout faire. En revanche, ce qu'elle peut faire, elle doit bien le faire, c'est-à-dire garantir aux collaborateurs que quand ils viennent dans l'entreprise, au moins,
ils arrivent dans un endroit qui est sain, qui est sécurisé, où il y a un climat social au sens très large, hein, y compris dans les équipes qui fonctionnent à peu près bien, sans idéalisme saugrenu, mais à peu près bien, et qu'au moins ils se disent que ils peuvent se concentrer sur leur mission, sur leur travail et sur leur mission de service public. Et tout cela est consigné donc dans un plan de continuité. Il y a le PCA, oui, ouais. ça on les a fait, comme tout le monde, on les avait fait, on les a complètement réadaptés. Donc on a des PCA qui sont audités, contrôlés, etc. Mais ce n'est pas suffisant le PCA pour être très clair. Ouais. En revanche, effectivement, l'expérience montre qu'on doit se préparer au fait qu'il y ait des choses qui peuvent se passer. On a un comité de crise au niveau de la direction qui se réunit toutes les semaines, tous les mercredis matins, avec un certain nombre de gens dont moi, dont le patron des achats, le patron de la sécurité, etc., où on fait le point régulier, même si c'est court, sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on peut s'adapter. Et ça, donc au niveau français et monde. Monde, absolument. D'accord. Alors l'adaptation du travail au contexte actuel, est-ce que c'est un enjeu important ? C'est un enjeu important, mais puisque les collectivités locales, par essence, fonctionnent sur tout le territoire, qu'il soit rural ou urbain, il faut bien mesurer qu'il y a au moins deux façons de voir les choses. Alors, il y a la situation en région parisienne ou dans une grande ville comme Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, où le port du masque en ville et au travail fait que les citoyens, les travailleurs s'habituent et donc ont des pratiques de distanciation, de port du masque, des nettoyages des mains. Voilà, là, la situation est entendue et en règle générale, sinon de toute façon les organisations syndicales sont là pour le rappeler, le masque et les masques sont distribués en quantité suffisante, adaptés. Voilà. Pour le moment, ça rentre plutôt dans l'ordre, même s'il y a encore quelques couacs, ça c'est à nous de le régler. Mais après, il y a tout ce qui est en zone rurale. Moi, j'habite dans le rural, le port du masque dans la rue, non. Parce qu'il y a très peu de monde. Et donc là, si on vit en zone rurale et qu'en plus on travaille en zone rurale, l'habitude du masque n'est pas encore forcément pris au sérieux par tout le monde, que ce soit employeur ou salarié. Or, voilà, il y a quand même un mélange de population. Il y a les écoles qui ont repris... je dirais à 99%. Donc voilà, il y a tout ça. Et donc, c'est vraiment des habitudes à avoir, des habitudes à mettre en place. Ils ne sont pas toujours simples. Hein. Je pense à notamment mes collègues profs parler avec un masque toute la journée face à des élèves, parce qu'il y a faire le cours, mais il y a aussi s'assurer que la classe écoute. C'est des conditions de travail très compliquées. Là, on voit avec les grosses chaleurs, porter en masque pendant plusieurs heures dans la journée, c'est pénible. Le faire porter à des élèves pour qui c'est pénible aussi, c'est compliqué. Enfin voilà, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui pour lesquels la situation n'est pas simple. Donc il faut que ça soit de nouvelles pratiques. Et après, par contre, s'assurer que pour tout ce qui est équipement, l'employeur continue et continuera pendant toute la période à fournir les équipements nécessaires. Ça aussi, c'est un enjeu. Il ne faut pas que les habitudes se perdent. Et bon, voilà. A priori, de bonnes habitudes ont été prises, mais il ne faudrait pas qu'il y ait, en fonction du lieu de résidence ou de lieu de travail, qu'il y ait un relâchement dans la sécurité au travail. Là, on parle beaucoup des relations donc, salariés-employeurs. Il y a en ce moment des réflexions sur une réforme de la santé au travail. Ouais. Et est-ce que les mois que l'on a passés abondent cette réforme? Quelles seraient les pistes évidentes à mettre en place? On aimerait, mais pour le moment, on a de sérieux doutes. On n'est pas sûr, on n'est pas certain que les choses ont été comprises, si, mais soient prises en compte dans cette réforme, pas vraiment. Il est nécessaire, mais comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y ait des instances représentatives du personnel comme les CHSCT qui soient maintenues. Qu'il y ait vraiment dans les collectivités, mais comme dans les entreprises, des plans de continuité d'activité qui soient bien détaillés, parce qu'aujourd'hui, beaucoup existaient sur le papier avec un très beau titre, une très belle couverture, mais qui était totalement vide à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une multiplication des cas prévus. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible, mais bon, une épidémie, une pandémie, on en a connu. En 1919, avec la grippe espagnole...
Ben voilà, il y a de multiples choses. Malheureusement, les signes donnés ne nous montrent pas que tout a été retenu dans la situation. Est-ce que comme le précédent AZF, l'explosion de l'usine AZF, justement, du côté de Toulouse, avait poussé à donner plus de moyens au comité santé, hygiène et sécurité au travail pour agir préventivement. Mais il me semble que c'était des moyens donnés justement en cas de sites classés Céveso ou dangereux industriellement. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer une extension de ces droits justement sur les questions de santé et de prochain Covid ? C'est ce qu'il faudrait, mais c'est ce qui avait été... On n'est pas dans le même contexte, malheureusement. C'est-à-dire que l'explosion d'AZF, c'était 2001. Pour mémoire, en 2001, à l'époque, le gouvernement parlait d'une cagnotte. Voilà, on était dans une situation économique plutôt favorable. Et donc, du coup, des moyens, il y en avait. Et on avait, à l'époque, un gouvernement... plutôt situé à gauche, il me semble, qui avait la volonté d'aller dans le bon sens, même s'il y a des choses avec lesquelles nous n'étions pas d'accord. Mais voilà, il y avait une volonté vraiment de prendre la leçon de ce qui s'était passé et qui avait été un vrai choc. Là, malheureusement, je le répète, on a un gouvernement qui, pour nous, CGT, n'a pas pris la mesure, ou tout au moins n'a pas la volonté de prendre la mesure de ce qui s'est passé. Je suis désolée, quand je vois un plan de relance de 100 milliards d'euros où il n'y a rien du tout pour les services publics, alors que ce sont des services qui se sont révélés être essentiels à la nation pendant cette période-là, je suis atterrée. Et je pense malheureusement que les salariés vont devoir encore une fois se mobiliser pour montrer qu'il y a des besoins que le gouvernement nie totalement. Donc je pense que il y a une vraie différence entre la prise en compte par les pouvoirs publics de ce qui s'était passé en 2001 et ce qui se passe aujourd'hui en 2020. Oui. Jean-Marie Lambert, une réforme de santé au travail passerait par quoi ? Moi, j'ai tendance à dire que c'est toujours un serpent de mer, la santé au travail. Donc, comme vous le savez, depuis 40 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais connu le système parfait. Bon, nous avons pris le choix chez Veolia d'avoir des médecins du travail. Dans la plupart des endroits, au siège, nous avons un service santé au travail, qui est un service qui nous appartient, enfin qui est à nous. Après, il y a plusieurs débats à avoir sur quel est le vrai rôle du médecin du travail, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, quel est son niveau d'autonomie. C'est un vrai sujet. Et je pense que plutôt que de dire des choses très générales, moi j'ai tendance à dire qu'on a besoin d'une médecine du travail. Je considère aujourd'hui, c'est une pierre dans le jardin de la fonction publique, bon, ma femme est enseignante, mon fils est instituteur, quand je vois qu'ils n'ont pas de visite médicale, donc ce sont des métiers quand même où ils sont un peu en contact avec du public, surtout en ce moment, j'ai un peu tendance à dire que le public peut donner des leçons privées sur un certain nombre de sujets, pas sur celui-là. Pour autant, les employeurs peuvent quasiment choisir le médecin du travail, ou en tout cas l'écarter si son action Oui, ce n'est pas notre cas. Non. C'est pas notre cas parce que, alors évidemment, il peut y arriver qu'il y ait des médecins du travail où on passe par des services interentreprises, où on passe par des médecins à nous, on pratique les deux. Mais il va de soi que dans des activités comme les nôtres, où il y a de la construction, de l'environnement, etc., on ne peut pas se dispenser d'un service de médecine du travail. Après, c'est comme dans tout, il peut arriver qu'il y ait des médecins du travail qui se sont trompés de métier, qui ne fassent pas l'affaire, c'est rarissime. Dans la plupart des cas, on est tombé sur des bons professionnels et ça marche bien. La médecine du travail dans la fonction publique ? Au-delà de la fonction publique, effectivement, de toute façon, en général, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Et donc, dans la fonction publique, alors qu'on devrait être exemplaire sur cette question-là, la fonction publique ne l'est pas et c'est bien dommage. Sur la médecine du travail, en règle générale, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, tout comme l'inspection du travail, je pense que ça devrait être un service public à part entière, totalement dégagé du poids du patron, qu'il soit privé ou public. La médecine du travail, c'est un droit pour tous les salariés et il devrait pouvoir intervenir sur les cas de santé au travail en toute indépendance et en toute autonomie. Ça, c'est notre position, ce qui permettrait d'exercer les missions en toute liberté, en toute indépendance. Oui, de vous surprendre. Je ne suis pas du tout contre ce que vous dites, à condition
que les attributions et les pouvoirs du médecin du travail soient clarifiés et précisés. Soit définis. Et qu'il n'ait pas un pouvoir, entre guillemets, d'intervention directe sur le fonctionnement de l'entreprise. Qu'il ait un pouvoir d'alerte et qu'il ait effectivement un pouvoir de préserver la santé des collaborateurs, oui. Mais c'est là où c'est compliqué. C'est pas toujours simple. C'est là où la législation a besoin d'être précisée. Voilà. Mais il y a un vrai débat à avoir. Tout à fait. Alors là, on a pointé les manques ou les mesures à apporter pour améliorer la situation. Peut-être on arrive à la fin de ce débat, mais peut-être qu'on peut le conclure sur une autre dimension de ce que nous venons de vivre au sein des entreprises à travers la reconnaissance des métiers essentiels. C'est premier de corvée ou second de corvée, ça dépend où on se place, mais le Covid a mis en lumière ces professions que finalement vous représentez. Est-ce que là aussi, pour les liens dans les entreprises, la vie de l'entreprise, est-ce que ça a changé des choses? Et est-ce que vous comptez vous saisir de ce moment pour imaginer d'autres choses? Si vous voulez, à l'intérieur de l'entreprise, je ne pense pas que ça ait changé grand-chose, parce qu'on a toujours, à l'intérieur de l'entreprise, c'est nos métiers, si vous voulez. On a toujours valorisé les métiers de terrain, on a développé l'apprentissage, l'alternance, on a beaucoup privilégié le recrutement, y compris au plus bas de l'échelle de diplôme, pour favoriser la promotion interne. Donc à l'intérieur de l'entreprise, je pense sincèrement que la valorisation des métiers qui font l'entreprise, elle allait de soi. En revanche, ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'à l'extérieur de l'entreprise, un certain nombre de gens, y compris les usagers, y compris nos clients, ont reconnu ce qu'on faisait. Les regards avaient changé. Voilà, les regards ont changé. Et puis effectivement, ça a fait plaisir en grande partie, évidemment, principalement à nos collaborateurs. Ce que j'espère, c'est que ça ne va pas être un feu de paille. Et que ce soit, je pense que vous avez le même sujet, que ce soit les usagers, les gens, entre guillemets, puissent conserver le regard qu'ils ont eu sur les collecteurs de déchets, sur les gens qui s'occupent de l'assainissement, qui font des services essentiels, et qu'ils ne reviennent pas, comme je le crains, hélas, quand je vois certaines attitudes qui me remontent, qu'on revienne aux situations antérieures. Maintenant, finalement, le type qui ramasse les poubelles, il gêne la circulation, on les insulte, on les maltraite, etc. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'on perde ça. Et d'autre part, je parle aussi de nos clients, qui sont les collectivités locales. J'ose espérer que la considération qu'ils ont portée à notre entreprise pendant qu'on assurait le service pour les populations qu'ils représentent puisse continuer à être le cas et qu'ils puissent continuer à nous conserver leur considération. Surtout en ce moment. Je fais allusion à rien d'autre. Rien d'autre que ça. Du tout. Et pour l'attractivité des métiers, en tout cas, c'est peut-être... L'attractivité des métiers, très franchement, moi je pense que, contrairement à la légende, nos métiers n'ont jamais cessé d'être attractifs. Ils s'adressent à des populations extrêmement différentes. Et ils ont une grande variété de choses. Et ils ont surtout une possibilité de promotion interne qui est grande. On a quand même beaucoup de nos cadres, que je pense à la propreté, mais aussi dans l'eau, qui viennent du terrain, qui n'ont pas forcément fait de grandes écoles et qui restent longtemps dans l'entreprise. Donc ça aussi, c'est un point qui est essentiel dans la mesure où ça nous permet d'assurer une continuité de l'état d'esprit de l'entreprise que l'on veut garder comme tel. Natacha Pomé, la reconnaissance de ces métiers essentiels, c'est quelque chose que vous n'allez pas lâcher? C'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher parce que là, ce sont des salariés qui, la plupart du temps, sont invisibles. Alors, principalement, chez nous, ce sont surtout des femmes. Quand on pense aux ATSEM dans les écoles, aux puéricultrices qui ont gardé les enfants de soignants, donc les aides à domicile, les soignants dans les EHPAD, etc. etc. Elles ont été du coup valorisées. Il y avait une certaine fierté à être sur le terrain alors que toute la population était confinée. Elles se sont pris quand même comme une gifle, cette inégalité sur la prime Covid, qui était quand même une forme de reconnaissance. Et nous allons insister pour qu'elles ne soient pas oubliées, parce que ce sont des professions qui, en général, sont totalement invisibles. Là, ce qui a été très bien perçu par nos collègues de la collecte des déchets, c'est les dessins qu'ils avaient. Ils les publiaient notamment beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi un autre regard. Ces gens invisibles sont devenus visibles. Ça serait bien qu'ils ne redeviennent pas invisibles. Alors après, bien entendu, il y a
la question de la revalorisation, de la valorisation de ses compétences et de l'utilité en temps de pandémie. Donc là, c'est aussi un combat que nous menons dans la fonction publique parce que, je le rappelle encore et toujours, le gel du point d'indice, c'est 17% de perte de pouvoir d'achat ces 15 dernières années. Donc c'est quand même pas été revalorisé depuis combien de temps? Qui n'a pas été revalorisé depuis le 1er janvier 2010. C'était cette année, 1er juillet 2010. Cette année, ça fait 10 ans. Voilà, c'est des métiers, à un moment, il faut qu'on soit sérieux. Ce sont des métiers qui se sont révélés extrêmement utiles pendant cette période-là et qui ont besoin d'être reconnus à leur juste valeur. Et d'être inclus dans le plan de relance aussi. Et d'être inclus dans le plan de relance. Et là, ce plan de relance est également une gifle insupportable que l'on attribue à tous ces gens qui ont été présents sur le terrain en mars, avril, pendant que la grande majorité de la population était enfermée chez elle. Donc il est temps qu'on les reconnaisse, que ce soit dans le secteur du public comme du privé, et qu'il y ait une vraie revalorisation des salaires, du SMIC, le dégel du point d'indice, etc., etc. Donc surtout, ne les oublions pas. D'accord. Écoutez, il me reste à vous remercier pour votre participation à ce débat. Natacha Pomey, secrétaire générale de la Fédération CGT des services publics, et puis Jean-Marie Lambert, directeur des ressources humaines Monde chez Veolia. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, et puis à bientôt pour d'autres débats du Forum social. Merci à vous, et ravi d'avoir participé.